À notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi dans le cadre de ce magazine Actu 60. Aujourd'hui, un seul invité sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Toron Bangui. Il est le président provincial de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo, ANAPECO. Je vous rappelle bien que vous connaissez bien le nom Bangui vous dit quelque chose, non? L'un de nos invités, Maître Jacob Mbangui, un habitué de ce plateau, un habitué du débat. C'est son père que nous avons l'honneur de recevoir ici. Monsieur Toron Bangui, je vais vous dire Bibaramo. Bibaranga Monzoni. Sia. Taema. Losako. Kimia. Je vous rappelle qu'il est parmi les notables de l'Équateur. Il est ici à Kinshasa dans le cadre de 12e conseil extraordinaire de l'ANAPECO. Avec lui, on va essayer un peu parler sur l'ANAPECO. Il va nous dire c'est quoi l'ANAPECO, ça existe depuis combien de temps, c'est quoi la vision de l'ANAPECO, quel est son impact dans la vie des enfants, dans la vie des étudiants et puis surtout dans le quotidien des parents d'élèves. Et puis nous allons aussi parler par rapport à cette question de leur 12e rencontre ou encore 12e conseil extraordinaire qu'ils ont tenu ici à Kinshasa. Nous parlerons aussi, le fait, je vous rappelle que l'émission est à bâton rompu sur cette question du coup d'État du Gabon. Je vous dis qu'il y a un vent nouveau qui souffle ce dernier temps ici en Afrique. C'était le Niger, le Burkina Faso, maintenant c'est le Gabon. Je me pose la question, à qui les prochains tours? Point d'interrogation. Nous allons aussi essayer de frôler sur la question de l'Équateur. Je vous rappelle qu'il est aussi membre de la nouvelle société civile. Monsieur Toro, société nouvelle... Non. Société civile du Congo. Société civile du Congo. Ok. Socico en sigle. Socico. Ok. Monsieur Toron Bangui, bonsoir. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Bon, sinon, on n'est là pas grâce des dieux. Hein. Ça fait longtemps. Oui, je suis arrivé ici depuis le 8 de ce mois. J'ai voulu un peu venir avant pour me permettre de prendre un petit repos. Parce que on travaille beaucoup. Il fallait un petit moment de repos pour restaurer la santé, l'école surtout. Vraiment. Ouais. L'Équateur, ça va? Oui, ça va avec notre chalet, soleil. Mais ce qui n'est pas bon, c'est quoi? Parce que les gens, quand on parle de l'Équateur, il y a une image que les gens voient, c'est quoi? Je pose la question, qu'est-ce que les gens voient? Moi, on ne me pose pas la question, c'est moi qui pose la question. On voit les poissons. Oui, les babongos, ça va? Ah, bon, c'est ça, c'est là où j'arrive. Quand on parle de l'Équateur, d'emblée, les gens voient les poissons. Mais je vous dis, ça fait bientôt des années. On a difficile pour accéder à ces poissons. Ah bon? Pourquoi? Ça, c'est quoi? La pêche est devenue difficile? Non, ce n'est pas la pêche. Parce que les changements climatiques. Parce qu'il y a une période, on laisse pour les poissons de se multiplier. Parce que ça peut soit fait 3 mois. Mais quand ça fait 1 mois, il y a la pluie, tout est dérangé. Donc ça fait, vous savez qu'en Banda, quand on a le poindou, le prépare avec le boîte et conserve. Vous pouvez imaginer ça. Donc chez nous, c'était le poisson. Le poisson. Mais on a ce matin. On prépare le pondo à l'Équateur, on met les mpoka dedans, on met les monzanda. Si pour votre information, ce matin, je posais la question à madame, qu'est-ce que vous avez mangé? Papa, le poisson ne se voit pas. On voudrait faire quelque chose comme ça pour ne fût-ce que prendre quelque chose, un petit repas, mais pas de poisson jusqu'à présent. C'est difficile d'avoir le poisson à grande quantité tel que c'était à l'époque. Et voilà, M. Toron Bangui, vous êtes le président provincial de l'ANAPECO Équateur. Comment se porte votre organisation? Bon, je crois qu'il serait bon que vous puissiez découvrir l'ANAPECO. L'ANAPECO, c'est une ASBEL, une association nationale des parents d'élèves étudiants du Congo. ANAPECO en sigle. Bon, c'est une ASBEL qui a vu le jour le 30 avril 1980. Par une ordonnance présidentielle. Quand je dis présidentielle, ça vous dit déjà quelque chose. C'est une ordonnance présidentielle qui a fait de l'ANAPECO telle qu'elle est jusqu'à aujourd'hui, depuis 1980. Dernièrement, on venait de fêter les 50 ans d'existence de l'ANAPECO dans cette ville. Donc nous tous... Bonsoir. Bon, comme je vous disais, l'ANAPECO, à l'époque, ça s'appelait ANAPESA. Parce que dans l'ordonnance, la question dont je fais allusion ici, il y a l'ANAPESA. Mais après c'est changé, c'est devenu ANAPECO. Mais autrefois, il y avait aussi une structure là à Sonepa, non? Non, à Sonepa, c'est une ASBEL aussi qui regroupe
les écoles privées agréées. Ok. Ça, c'est pour les écoles privées et agréées. Ok. Est-ce que l'ANAPECO, c'était du défunt Panzou. Ah oui, voilà. L'initiateur. Oui, oui, d'ailleurs, il n'est plus. Père son âme. Et oui, vous le connaissez quand même, l'histoire. À son époque, ça regroupe toutes les écoles privées agréées. Est-ce que l'ANAPECO, c'était une maison mère? À l'époque, l'ANAPECO était sur toute l'étendue du pays. Moi qui vous parle, je suis à Mbandaka, je gère jusqu'à Yakoma. Vous voyez? Donc partout, si toute l'étendue du Grand Équateur, j'étais le président provincial. Alors, cette association a vu les jours, elle fonctionne jusqu'à ce jour. Parce que nous sommes partout. Tel que je vous dis, nous sommes partout. Dernièrement, quand nous sommes réunis, on est au nombre de 47. Il y a d'autres qui s'étaient excusés. Mais quand nous venons, c'est toute la République qui se trouve à Kinshasa. Parce que nous sommes implantés dans toutes les provinces éducationnelles. J'ai donc fait une différence. Province administrative, nous en avons combien 21, je crois, 26 provinces administratives. Tandis que quand on parle des provinces éducationnelles, ça devient 2 ou 3 fois. Par exemple, l'Équateur. L'Équateur a une seule province administrative. Mais reparti aujourd'hui, on a fragmenté ça. Il y a 5 provinces. Et dans ces 5 provinces, nous aussi, nous avons suivi ça. Moi, j'étais le président pour la Grande Équateur. Mais aujourd'hui, on a changé. Moi, je me limite seulement à l'Équateur. Équateur et Nord, à Gbadolite, il y a un président provincial. Équateur Sidou Bangui. Donc, pas Équateur, mais province de Sidou Bangui. Il y a aussi un président. Mongala, Lissala, il y a un président. Chouapa, Bouende, il y a aussi un président. Donc, nous avons maintenant 5 présidents pour la grande province de l'Équateur. Attendez, quand vous dites que ça a été créé par l'ordonnance présidentielle, donc vous êtes pris en charge par la présidence? Ah non, dire prise en charge... Vous fonctionnez comment alors? Bon, pour fonctionner, il y a des cotisations. Les membres doivent cotiser. Et il y a aussi des partenaires qui ont de bonne foi, nous viennent en aide aussi. Mais on n'a pas, à l'époque, je peux vous dire sincèrement, à l'époque du fait président Mobutu, il donnait des subsides consistants aussi pour le fonctionnement de l'ANAPECO à l'époque. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, bon, on ne voit pas, on ne voit pas comme à l'époque. Quel est l'objectif principal de l'ANAPECO? L'ANAPECO, vraiment, je peux vous dire ceci, nous avons des objectifs. C'est quoi? Promouvoir l'éducation dans tous les domaines. Promouvoir, veut dire il faut que l'éducation soit fonctionnelle dans tous les domaines. On ne peut pas seulement parler de pédagogie, il faut toutes les sciences aussi, il faut le mettre dedans, dans le paquet. Et de deux, il faut défendre l'éducation et l'enseignement adéquat de nos enfants. Défendre comment? Parce que nous n'aimerons pas qu'on puisse donner aux enfants des choses qui pourraient peut-être les déranger. C'est pourquoi il y a un programme national. Et avec ce programme, l'ANAPECO doit veiller si l'utilisation, le fonctionnement de ce programme. Maman, ce que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux m'a tiqué, moi comme parent et ANAPECO. En Europe, Nations Unies, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette structure, on voudrait que les enfants de 5 à 6 ans, on combatte déjà les pas de sexualité. 6 à 9 ans. Non, des choses que je ne pourrais pas dire ça ici. On les dit, il faut qu'on apprenne comment faire la masturbation. C'est une détermination de la part de la communauté internationale pour les enfants. Ça m'a fait mal ce matin quand je suis dit ça. Ça, c'est la dépravation de mœurs. Oui, ça, c'est le monde à l'envers. Dépravation, c'est que vous dites est correct, maman. Finalement, c'est quoi? Au lieu qu'on parle des enseignements, non. Ils viennent injecter des choses pour déranger maintenant le moral. Tout. Qu'est-ce qu'ils visent au GIS? Mais je me suis dit, ce sont des gens qu'on doit prendre haut et court. Ils n'ont pas l'humanité. Ils n'ont pas l'humanité. Alors, vous voyez que nous défendons tout ce que je vous dis, parce que nous devons suivre le programme, veiller sur ça à la loupe, pour qu'au niveau de l'enseignement aussi, les enseignants puissent utiliser ce qu'on leur a demandé de faire. Et puis nous devons aussi coopérer avec les organismes internationaux. Chez nous, en Mbandaka, comme moi je viens de là, nous avons l'UNICEF, nous avons Oxfam, donc tous ces gens nous ont beaucoup aidés avec la construction des écoles, des infrastructures scolaires. Vraiment, nous en avons beaucoup grâce aux organismes. Alors ça fait partie de notre objectif. Il faut avoir lié de bonnes relations avec les organismes pour qu'ils parviennent à vous venir en aide. À l'Équateur, vraiment, quand vous partez, surtout vers Bikoro, beaucoup d'écoles sont construites là-bas. Il y a un matériau durable. Et on ne s'arrête pas seulement à construire, on équipe, il y a aussi des installations sanitaires qu'on monte, tout. Donc on met le tout pour que ça respecte les normes. Donc c'est comme ça, c'est que l'ANAPECO est tenté de faire. Attendez un peu, j'aimerais un peu savoir, l'ANAPECO
hormis ces objectifs de suivre à la loupe l'éducation, vous êtes encore basé sur quel domaine de l'éducation? Quel est votre rapport par rapport à la gratuité? Mais la gratuité, merci beaucoup, parce que c'est le point d'actualité. Ça fait partie du conseil que nous sommes venus. Ah bon? Nous sommes venus, nous avons parlé de renforcement de la gratuité. Vous comprenez? Renforcement de la gratuité et puis la lutte contre les antivaleurs. Parce que la gratuité a sauvé beaucoup d'enfants. La gratuité a fait récupérer plus de 300 000 enfants qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas l'accès à l'éducation. Et avec la gratuité, ils sont parvenus à rentrer dans le système. Les enfants ont parvenu à rentrer dans le système avec quelle qualité de l'éducation? Vous êtes parents, vous êtes président de l'ANAPECO. Est-ce que vous soutenez cette qualité-là de l'éducation? Non. Par rapport à la qualité, c'est là où les choses, ça fait mal. Parce que vous voyez qu'une classe, selon les normes, on devait avoir 45 élèves pour une classe de primaire. C'est hors les normes de l'UNESCO. Mais ça c'est les normes de l'UNESCO, 45 élèves. Oui. Mais aujourd'hui, on peut trouver 100, 110, 120. Plus même. Merci beaucoup. Plus même. Mais dans cet état, vous voyez que l'enseignement est biaisé. La qualité aussi ne sera pas bonne. Parce que l'enseignant qui devrait suivre l'éducation de 45 élèves pour être plus proche d'eux, maintenant il a 100 devant lui. Il n'aura même pas le temps de vérifier ce que font ses enfants. Donc il vient, il dispense la matière, puis il se retire. Mais il ne fait pas le suivi direct pendant l'enseignement dans la salle. Il n'a pas le temps de le faire. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, parfois il n'a même pas de couloir. Il n'a pas de passage. Il n'a pas de couloir pour permettre à l'enseignant de traverser. Vous savez, donc, quand nous, on était à côté des élèves, l'enseignant qui était là-bas, il fait le tour dans la salle, il vient voir ce que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il n'a plus de passage. Tout ça, c'est devenu, disons, c'est occupé. Alors, l'enseignant qu'on a de rester seulement devant là-bas et diffuser, faire passer la matière, et après il dit Amen, comme à l'église, c'est fini. Et quand il s'arrête là, est-ce que c'est tous les enfants qui ont compris? Ou alors ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, qui les sortent? Oui, ça fait mal. Alors, quel est votre apport, vous, l'ANAPECO, par rapport au renforcement des capacités de l'éducation de nos enfants? Oui, c'est un combat, c'est une élite. Nous sommes des partenaires. Comme partenaires, nous ne pouvons pas décider seuls. Comme partenaire, il y a les parents, il y a le pouvoir organisateur qui est le ministère de l'Éducation. Donc nous devons nous retrouver assez. Pourquoi chaque fois il y a la promo scolaire, c'est un moment où au niveau de la province, on se retrouve ensemble avec tous les partenaires. Les partenaires, par exemple, dans le système de l'enseignement, les réseaux, il y a catholiques et protestants qui banguissent, vous savez, tous ces réseaux, on se met ensemble avec l'ANAPECO et l'exécutif, donc le gouvernement, on débat de tous les points. Alors, que faire? Il y a des commissions qu'on met en place pour que chaque commission puisse pénétrer la matière et puis proposer des pistes de sortie. Et quand nous terminons au niveau de la province, on amène ceci à Kinshasa. Dernièrement, d'ailleurs, l'activité avait eu lieu ici à Kin. Les prophètes, l'IPP, les directeurs du SECOP, tout ce monde était venu à Kin pour prendre part à la promo nationale parce qu'on venait de terminer la promo provinciale à notre niveau à Mbandaka. Alors, tout ce que nous concevons à notre niveau comme problème et puis c'est sorti, nous ne pouvons pas résoudre ça d'emblée à notre niveau. Il faut acheminer ça au niveau national. Maintenant, comme tout est centralisé, nous attendons qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme résolution ou bien piste de sortie à tel ou tel problème. Vous comprenez? C'est comme ça que nous fonctionnons. J'aimerais revenir en arrière quand vous dites que l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo, vous prenez la place de qui? Des parents? Oui, mais nous sommes parents. Ça se passe comment? Oui, mais c'est nous prenons la place des parents. Vous faites juge parti. Juge parti, comment quand vous dites juge parti, c'est un peu trop dit, c'est trop fort. Vous savez, j'ai évoqué le problème du partenariat, Il y a de côté les parents. Et les parents ne sont pas seuls, ils sont avec leurs enfants. La matière première que les parents mettent à la disposition de l'État. L'État, c'est lui, le pouvoir organisateur. Il vient avec l'argent, il recrute les enseignants. Donc, c'est ces deux paquets qui se mettent ensemble. Et l'enfant au centre pour son éducation. Donc, nous sommes là pour voir comment nos enfants sont formés au niveau de l'éducation. Vous voyez, c'est ça. La tâche nous revient comme parents. Donc, nous devons suivre ce qu'on donne à nos enfants. Et à chaque niveau, nous devons être là pour veiller. Voir les comportements.
nous avons eu aussi à faire partie beaucoup d'enseignants. Quand on constate que l'enseignant est dans l'ivresse, il fait n'importe quoi, on fait un rapport, et notre rapport, quand on le fait vraiment, très souvent, on a gain de cause. Parce que nous sommes avec la population. Nous, comme ASBEL, société civile, c'était une société civile. Nous sommes avec la population, on connaît le comportement. Dans une entité comme un village, on connaît que cet ancien, il boit beaucoup, bien fait ceci, cela. Et quand il le fait à répétition, à un moment, on prend une décision. On dit non, non, on ne peut pas les garder. Et quand nous faisons sortir un mémo, je vous dis souvent, directement on le met à l'écart. Ou alors on le met ailleurs. Monsieur Toro, l'ANAPECO Équateur existe depuis combien de temps? Vous êtes président depuis combien de temps? Bon, moi je suis président. Avant moi, il y avait 2 présidents. Moi, je suis venu. C'était qui? Oh, l'autre a été. D'abord, il est mort. Son nom échappe. Il était. Après, il a trouvé la mort. Il est parti perdre son âme aussi. Et moi, je suis le 3e président. Alors, c'est depuis 1999. Je peux dire 2000 que je suis président jusqu'à présent. Depuis 2000. 2000. Ah bon? Oui. Mais nous avons le premier de mandat. Et si je continue à œuvrer comme président, il y a eu un moratoire. Vous voyez, avec la guerre de la FIDEL, tout ça, on ne peut pas organiser les élections. Il y a eu un moratoire de 2018, un moratoire de 5 ans, qui devrait prendre fin en 2023, donc présentement. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes retrouvés au Conseil donc national? vous êtes en train de glisser. Ah, nous ne sommes pas des politiciens. On n'est pas des politiciens pour glisser. Hein. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Le problème a été soulevé et voici la réponse. Pour organiser les élections des présidents provinciaux, il faut que le comité national disponibilise les moyens avec son équipe pour aller organiser ça dans chaque province. Vous voyez, nous sommes costauds. Hein, si tout est l'étendue du pays, où trouver les moyens? Il faut d'abord. Vous êtes en train de prier qu'on ne trouve pas les moyens pour que vous restez là. Non, ce n'est pas. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup fait. Moi, mon souci est de former des jeunes gens pour qu'ils viennent me remplacer. J'ai beaucoup fait. Bon, si cela ne vient pas de moi, si on dit, continuez encore. Moi, je dirais amen, merci. Mais moi, personnellement, j'aimerais que je puisse aussi s'aider, former les jeunes gens. Moi, ça, vous le parlez d'une manière de façade ou ça vient vraiment du cœur? Mais moi, j'ai beaucoup travaillé, je suis aussi fatigué. Tout à l'heure, vous avez évoqué le nom de mon fils. Moi, vous voyez mon fils qui souvent vient ici chez vous. Et son papa, combien de temps il a travaillé? Plus de 40 ans que je suis dans les services. C'est beaucoup. Je dois quand même me reposer, non? Hein? Monsieur Toro Bangui, je me vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez pu apporter dans cette association? Demain, quand vous ne serez pas là, on parlera de vous en quoi? Par rapport à cette structure. Bon, il y a des choses que j'aimerais vous faire voir. Vous savez qu'il y a des frais scolaires qu'on fixe. Les frais scolaires, tout au début de l'année. Le frais là, pour les fixer, il faut que l'ANAPECO soit là. On peut soit te remettre, donner le travail à une équipe d'aller le faire. Et quand ils reviennent, d'emblée, on ne vote pas. Il faut que ça passe d'abord dans une réunion où l'ANAPECO doit être là pour voir ce qu'ils ont fait. Parce que le coût combien là-bas, est-ce que ce sera favorable pour la population, pour les parents? Parfois, si on met un montant que nous voyons que c'est trop, on dit non, il faut réduire. Et quand nous posons des actes comme ça, c'est déjà bénéfique pour la population. Ça allège le poids auprès des parents. Parfois, il y a des parents qui ont 2-3 enfants. Vous voyez, la famille congolaise sont des gens qui mettent beaucoup de monde. Hein. Dans une école, dans des écoles, il peut y avoir 3 enfants qui étudient. Et quand les frais sont tellement élevés. Donc, c'est pour dire qu'on va faire. Tu connais, il y a un système rotatif de l'Ikinemba pour les enfants. Tu as entendu ça? Non. Qu'est-ce que l'Ikinemba veut dire quoi? Un papa qui a 2 ou 3 enfants, alors il n'a pas les moyens. Oh, dans ce sens-là, oui. Que l'aîné étudie et l'année prochaine, les autres vont étudier. Ainsi de suite. Okay. Vous voyez que ça fait mal aussi parce que l'enfant que vous mettez, vous renvoyez au calendrier grec là. Il doit grandir. Si c'est une fille, 2 ans. Si elle avait 15 ans, 2 ans, elle a 17 ans. Vous voyez, elle monte déjà à l'âge. Mais vous la mettez là-bas pour qu'elle puisse attendre parce qu'on n'a pas les moyens. Est-ce que vous trouvez ça aussi bon? C'est pas bien. Donc nous, le combat est que nous faisons tout pour que les enfants soient à l'aise pour étudier. Et pour qu'ils soient à l'aise aussi, nous sensibilisons beaucoup les parents. Parce qu'il y a des parents qui ont des moyens, mais ils préfèrent utiliser ces moyens dans la boisson ou bien dans des histoires. Dans des futilités. Dans des futilités. Moi, je dois vous donner un exemple que moi, je suis... D'ailleurs, je le dis chaque fois. Là où je me présente, moi, je dis ça. On a eu à passer dans des plus de 100 ateliers en Bandaka. 100, même plus de 100. Mais à chaque fois qu'on m'accorde la parole, je ne cesse de dire ça. Je l'ai dit, j'ai un fils.
que j'ai bien indiqué d'abord comme éducation, et il a étudié. Aujourd'hui, il est dans la vie professionnelle, il est maître avocat, mais voyez ce qu'il fait à moi. Il me vient en aide presque à tout moment. Il m'a acheté une moto que j'ai en Bandaka. Il s'occupe de nous comme si on était de petits enfants. Lui maintenant devient parent et nous sommes fiers de cet enfant-là. Maître Jacob Bangui, je vous salue, papa est fier de vous. Vous savez comment je suis venu ici. Je suis arrivé le 8. Or que les conseils étaient prévus le 21. Tout ce temps-là, je suis venu. Il me dit, papa, tu viens prendre un repos à ma charge. Logé dans un hôtel. 9 jours de repos que j'ai observé. Grâce à qui? À mon fils. Et pourquoi? Parce qu'il a étudié. Pourquoi j'ai dépensé pour lui? Vous savez, à l'époque, en Banda, ce n'était pas donné à n'importe qui pour que l'enfant étudie à l'école belge. Maître Jacob, vous voyez là-bas, il a fait la maternelle à l'école belge, primaire à l'école belge. Et à ce moment, ce n'était pas donné à n'importe qui. Mais nous sommes dit, non, il doit étudier là-bas. Nous devons bien le préparer. Et vous voyez, aujourd'hui, on est fiers de lui parce que s'il se présente quelque part, on sait qu'il va se défendre valablement. Alors vous voyez, ça c'est le produit de la coopération que nous parents, nous avons dit, bon, notre enfant, il faut faire tout pour qu'il soit utile dans la société. Et aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, il est utile dans la société. Il ne s'occupe pas seulement de nous. Il y a d'autres personnes, il aide tout le monde. Grâce aux efforts que nous avons faits avec sa maman. Quelle est votre relation, la NAPECO Équateur, avec le gouvernement provincial? Comment vous collaborez? Vraiment, de ce côté, on collabore très bien avec le gouvernement provincial. Ça, je dois dire sincèrement. Il est chaque fois à notre écoute. Si nous avons des problèmes, on s'approche, on vient vers lui, on lui présente les problèmes. Et s'il peut donner une piste de solution, des solutions, ou bien une réponse quelconque, il le fait. On a de bons thèmes avec le gouverneur, d'abord du côté de la NAPECO comme du côté de la société civile. Moi, ma position est stratégique. Moi, je suis de la société civile et puis de la NAPECO. Et à tout moment, ça je peux vous dire, à tout moment, s'il y a des activités au niveau du gouvernement provincial, l'invitation me parvient toujours. On vient, on dépose à la maison. Et si le gouverneur ne me voit pas, oh mais président Toro, mais namona kiote, namona kiote, namona yokasi namona kiote, président. Donc il veut me voir à chaque fois il y a des activités. Donc de ce côté, il n'a pas de problème. Les courants vraiment est bon entre la NAPECO et les équipes provinciales. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous êtes là? Les difficultés, ça je peux vous dire sincèrement, la conjoncture socio-économique. Les cotisations, les gens donnent difficilement. Ça c'est vrai. C'était 1000 francs. Même si on ramène à 500, pour qu'on paye ces 500 francs, c'est tout un problème. Et moi, j'ai fait d'énormes sacrifices avec le peu de moyens que moi je dispose. Avant, on nous a pour la NAPECO, on nous a demandé de cotiser $250. Chaque président provincial doit envoyer $250. Je vous dis, cet argent, c'est moi. C'est mon argent, j'ai cotisé. J'ai réuni ces moyens pour verser. Parce que si vous ne donnez pas, non, on ne va pas vous accepter au conseil. Et tout ça, je ne paye ça auprès des membres. Parce que les membres, moi, je suis conscient qu'ils sont dans les possibilités. Et parfois, je les contourne pour essayer de répondre à certaines choses par mes propres moyens. Je ferme les yeux sur eux, bon. J'ai dit, bon, ça va. Et chaque fois, parfois, quand je les appelle en réunion, après, on prend un verre. Tout ça avec mes moyens. Parce qu'il faut essayer de... Nous, c'est les bénévolats, vous le savez bien. Hein. C'est une ASB, nous, c'est les bénévolats. On n'a pas installé à la fin du mois. Vous ne recevez même pas des primes de la part du gouvernement? Non. La prime dont vous faites... Même pas des avantages? La prime, la seule prime dont on fait allusion, je peux vous le dire, il y en a deux. Primo, la NAPECO, nous sommes partenaires à l'éducation. Et pendant les évaluations sont des activités là, certificatives. Par exemple, la dissertation, c'est ordinaire. Toutes ces activités, il y a des primes pour les prestataires. Et comme la NAPECO, si parmi les prestataires, on lui paie. On lui donne cette prime. Et ce n'est pas tout. Comme la NAPECO était avec les organismes internationaux comme UNICEF, Oxfam, tout ce monde-là. Quand ils organisent des activités, la NAPECO doit être là. Et avec, vous voyez, un séminaire d'une semaine, parfois vous avez $10 chaque jour. Après 7 jours, vous avez $70. Ce sont les bénéfices comme ça que nous bénéficions. Ce sont pas ces moyens que nous bénéficions quelque chose. Mais pas un salaire à la fin du mois. Pas de salaire. Vraiment, nous faisons un sacrifice énorme. Parce que nous aimons d'abord les enfants. Nous aimons notre pays. Et on dit, bon, allons-y. Parce qu'il n'y a pas, ce ne sont pas les anges qui viendront s'occuper des enfants que nous mettons au monde. Est-ce que vous savez qu'il y a un adage qui dit, il n'y a rien pour rien, non?
Ah oui, il n'a rien pour rien. C'est pour dire que faites le sacrifice, mais hein, vous serez rétribué. C'est ça, non? Le sacrifice d'abord et après, la rétribution peut venir après. Si pas aujourd'hui, demain, mais après, vous serez surpris que vous avez une rétribution vraiment qui est colossale. Hein? Parlons un peu sur les 12e conseils extraordinaires. C'était comment? Oui, extraordinaire. Bon, nous étions venus parce qu'il fallait, c'est le ministère des tutelles qui a prôné, qui a parlé de renforcement de la gratuité et puis la lutte contre les antivaleurs. Et comme nous sommes dans les provinces, nous suivons ça de très près, il était question que nous puissions venir d'abord nous retrouver pour voir qu'est-ce que nous avons fait par rapport à ces deux éléments. Vous comprenez? Renforcement de la gratuité et puis les antivaleurs. Les antivaleurs, je vous dis ça en termes clairs parce que c'est là où il y a beaucoup de choses. Pour la gratuité, je crois qu'on a essayé de dire ça déjà du côté gratuité. On a compris que ça a récupéré beaucoup d'enfants, mais dire que la qualité de l'enseignement n'est pas bonne parce qu'il y a beaucoup d'engouement dans les classes et tout ça. On a déjà terminé par rapport à la gratuité. Mais par rapport à la lutte contre les antivaleurs, ma soeur, je vous dis, c'est sérieux. Nous avons pu détecter et puis déceler que ce sont les, disons, commençons par les inspecteurs. Ce sont ces gens-là qui mettent nos enfants dans l'état où les enfants ne peuvent pas étudier. Je m'explique. Parce que quand on leur dit, vous pouvez étudier, c'est bien bon. Mais mettez en tête qu'à la fin, au finish, il faut donner de l'argent pour les labos. Comprenez l'histoire des labos. Il faut des labos, toutes ces histoires-là. Bon, il y a aussi de l'argent qu'on envoie à Kine pour qu'on puisse vous coter beaucoup. Et quand un enfant qui n'a pas l'amour d'étudier, quand on lui dit ça, il prend ça vraiment au sérieux. La plupart, c'est tous les finalistes. La plupart des finalistes, ils n'étudient pas. Ils se retirent pour aller chercher de l'argent. Après, parce que nous fixons le montant, admettons qu'on fixe ces 40 000 pour telle activité, pour tel examen, pour telle session. Au niveau des écoles, on majeure à 100. Donc les 60 là, c'est pour faire le suivi. Vous savez, le suivi, c'est au niveau de l'université. Mais maintenant, ça se trouve au niveau des écoles. Le suivi, c'est quoi? Vous ajoutez 60 000, nous allons rassembler ces montants, on va envoyer à Kine, donc vous aurez 100%. Et quand l'élève apprend que c'est 100%, c'est fini. Il ne s'adonne plus aux études. C'est là où nous sommes venus voir, est-ce que les antivaleurs, qu'est-ce que vous avez cerné à votre niveau comme antivaleurs? Nous avons dit ça ouvertement. Et notre rapport aussi arrivera chez le ministre. Mais qu'est-ce que vous avez pu... Le mot m'échappe un peu. Comment vous avez pu... qu'est-ce que vous allez faire pour essayer un peu de renforcer le niveau des qualités de l'éducation? Parce que il est certes que déjà, il y a un temps où l'éducation était déjà au rabais. Au rabais, bien mais sûr. nous constatons que vraiment, l'éducation, ça fait davantage. Oui. Alors, merci beaucoup. Qu'allez-vous faire pour essayer un peu de remonter ça? Pour cette question, souvent, les syndicats des enseignants, ils évoquent ça, mais pour eux, ils disent qu'ils n'ont pas un bon salaire. Il faut qu'on leur accorde un salaire décent. Pour eux, c'est comme ça. Mais vous savez que... Et pour vous, c'est comment? Non. Selon vous? Bon, oui, ça aussi, ce n'est pas négligé. Ce n'est pas négligé parce que quand vous voyez, quand vous avez un salaire minime, disons, qui ne répond pas à vos besoins, vous serez obligé de chercher par où suppléer à cette déficience. Alors, on a pu conclure qu'il faut que l'État aussi fasse ce qui lui revient à faire. Un bon salaire aux enseignants. Et s'ils ont un bon salaire maintenant, nous allons veiller sur eux. On va les contraindre. On va voir comment ils se comportent. Suivez les attitudes. Vous voyez, c'est très important parce que si vous n'avez pas un bon salaire, je crois que ça va vous mettre dans un état où vous n'allez plus vous contrôler. Vous faites n'importe quoi. Demandez aux enfants, demain, vous avez un 1000 francs. Vous n'allez pas avoir honte de le faire. Parce que vous êtes conseil chez vous à la maison, ça ne va pas. Le travail manuel existe toujours dans nos écoles? Non, c'est supprimé. C'est supprimé, mais les salons où existe, les salons, c'est quoi? Un samedi, on peut dire, bon, aujourd'hui, arrangez un peu la cour. On arrange un peu, on nettoie. Mais travail manuel à l'époque, on faisait les champs, les jardins. Mais il y a eu aussi un moment où le travail manuel, c'était il y a la Sakom et l'osso. Oui, mais vous savez, à chaque niveau, à chaque école, il y a ce qu'on demande aux enfants. Bon, il y a un combo. Amener les papiers hygiéniques. Tout ça, c'est l'argent. C'est tout. On demande ça. Est-ce que vous n'avez pas plaidé par rapport à la reprise de ce cours comme le civisme, l'éducation politique?
C'est très important parce que nos enfants n'ont plus de morale. Ils n'ont plus de morale. Nous, à notre époque, on nous disait ceci. Si vous êtes sur la voie publique, vous vous rencontrez avec un papa, une maman, il faut considérer la personne si c'était votre papa ou votre maman. Si la maman porte un fardeau de bois, que vous voyez que vraiment ça lui dépasse, il faut venir à l'aide, il faut venir prendre ça, vous le conduisez la maman jusqu'à chez elle à la maison. C'est comme ça qu'on nous montrait. Mais à nos enfants ici, avec les histoires des téléphones et tout ça, ils sont dans des histoires impossibles. Alors le moral, c'est très important. Il faut qu'on puisse impliquer ça dans le programme de l'enseignement. On pose ça à la longue, peut-être avec les enfants qui sont aujourd'hui au niveau du primaire. Mais ceux du secondaire, ils sont vraiment dépassés. En parlant de la lutte contre les antivaleurs, est-ce que vous avez parlé aussi un peu de marquer sur cette question qui se passe à chaque fois? C'est devenu un peu une monnaie courante, dans le sens que pendant les publications des examens d'État ou encore après les maquis, les élèves se livrent dans des actes sexuels obscènes. Et ils ont même le kilo de se faire de vidéos. Oui, on a vu ça. Mais chez nous, à l'Équateur, vous savez que nous sommes un modèle. Le modèle, c'est quoi? Parce qu'à l'époque, les filles, surtout, elles tressaient les cheveux à concurrence pour venir passer les examens. Ça, vous le savez. Mais on a finalement compris que ce n'est pas tous les enfants qui sont dans la même catégorie sociale. Il y a ceux qui sont, peut-être, leurs parents sont dans telle situation, et quand ils s'amènent comme ça, vous voyez, ça dérange directement ceux qui n'ont pas ces moyens. Nous avons dit, pas question, il faut les cheveux. Vous faites quoi, les tresses pour les examens? On tresse les cheveux. Et de deux, on évoquait le problème des bottes, catch, les chaussures là. Avant, ce n'était pas les chaussures. Les filles venaient avec des talons. Les talons, j'ai vu ça. Je vous ai dit que j'ai fait plus de 20 ans à l'Anapeco. On a vu de toutes les couleurs. Les filles s'amènent avec les talons comme ça. Alors, elle est très fière. Nous sommes dit plus question. Vous savez qu'est-ce qui se passe chez nous? Pour les examens, la babouche. Vous tous, vous achetez la babouche. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Et quand la délégation de Kinshasa arrive chez nous, ils nous félicitent et ils nous jettent des fleurs. Que vous avez réussi, que vous avez pu gagner quelque chose. Chez nous, à côté, c'est comme ça. Vous venez avec une babouche. Tout le monde. Autrefois, bon, avec chaussettes. Babouche avec chaussettes. Oh là là! Oui, mais ça fait beau. Si c'est tout le monde qui porte comme ça, oui, ça fait beau. Ça fait beau à voir. On nous a beaucoup jeté des fleurs par rapport à cette implication, à cette modification, ce changement. Nous sommes dit, les filles, les tenues, tout ça pourquoi? Et ce sont des personnes qui terminent déjà leur vie au niveau du secondaire. Ils vont attaquer les universités et consorts. Pourquoi beaucoup de dépenses? Qui gardent le moyen, l'argent pour amener ça au niveau de l'université. Nous avons réussi. On a réussi de ce côté-là. Par rapport toujours à l'Anapeco, j'aimerais un peu savoir quels sont les défis que vous avez à relever. Oui. Le problème, c'est ceci, comme je vous disais qu'avant, tout au début, là, c'était Anapeco, seul, qui était le maître. Mais après, il y a d'autres confessions religieuses, ils ont jugé bon aussi de créer les associations de parents. Ah bon? Oui. Par exemple, chez moi, à l'Équateur, nous avons 5. Il y a Anapeco qui est officiel, il y a APEC pour les catholiques, il y a APEP pour les protestants, il y a APK pour les kimbanguistes et APC pour les musulmans. Ça, c'est quoi ça encore? Association des parents des écoles kimbanguistes, des écoles catholiques, des écoles protestantes. Oui, parce que c'était la jalousie. Ils ont dit, mais l'Anapeco est officiel. Et on lui donne un pourcentage et tout ça. Et parfois, ça vient de nos enfants. Donc, nous devons créer aussi notre association pour que nous puissions tirer bénéfice de cette prime. Et c'est ce qui a fait que tout le monde s'est lancé dans la création des associations des parents. Et moi, à l'Équateur, j'ai pu gagner des choses que j'ai dit aux amis il y a de cela 3-4 ans. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis sur place une dynamique des associations des parents d'élèves, ainsi que DAP. Dynamique des associations des parents d'élèves, DAP. Ça regroupe toutes les 5 associations. C'est moi qui suis le président. Et il y a un secrétaire, celui de la PEC, et les rapporteurs, les 3 autres sont des membres. Donc c'est un problème. Nous aussi, à notre niveau, on se retrouve pour voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Parfois, il y a des problèmes, mettons, au niveau de l'église des écoles catholiques. On dit, non, Papa Toro, toi, tu es chevronné, va un peu voir ces dossiers. Je me rends, je prends un bec avec les responsables, ou alors aussi les cas des élèves, j'interviens. Donc, chez nous, c'est un peu différent dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces, ils ne s'attendent pas. Avec à la PECO, non, ils sont à bras tirés. Donc, chez nous, c'est calme, c'est le calme. Grâce à cette initiative que j'ai mise ici. Vous avez rencontré le chef de l'État hier? Pardon? Vous avez rencontré le chef de l'État hier? Non, on avait pensé faire ça, mais ça n'a pas réussi. Il devait nous recevoir. La personne qu'on a reçue, c'est le ministre national des Arts, Institut supérieur et université. Il nous a reçus, c'était hier. C'était quoi au centre de votre entretien? Bon, vous savez, j'ai un document ici. Le document, c'est le fonctionnement de l'enseignement supérieur universitaire. Dans ce document, l'ANAPECO est membre du conseil de gestion. L'ANAPECO est membre du conseil de gestion. Mais jusqu'à présent, on ne veut pas, sauf au niveau national, l'ANAPECO fait partie du conseil, de tous ces conseils. Mais au niveau des provinces, on nous a mis dans les oubliettes. Nous avons soulevé les problèmes. Alors, au conseil, on avait pris une résolution. Nous sommes allés voir le ministre. Le ministre était pleinement d'accord. Il dit, vous voyez, suivez ce qu'il a dit. Il dit, dans les conseils, il doit y avoir un représentant des étudiants. Mais ces représentants qui se retrouvent là-bas, comme il est maintenant au même niveau que les enseignants, vraiment, il se fait valoir plus que même les enseignants. Alors on a pris une résolution de ne plus amener les étudiants dans les conseils. Il faut les parents. Et ces parents, c'est l'ANAPECO. Tel que nous sommes ici, il est en train de préparer un document, un courrier. Il va nous remettre ou bien envoyer ça dans les provinces pour que nous puissions prendre part au conseil de gestion des instituts supérieurs et de l'université. Comment ça va se passer? Oui, parce que vous savez, au niveau des oui, alors ISP, ISTEM et toutes ces écoles, et toutes ces institutions, qu'est-ce qui se passe? Il y a des frais. Il y a des frais qu'on fixe. Mais nous, parents, nous devons aussi être là aux côtés des autorités académiques pour voir qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent aussi? Qu'est-ce qu'on en a fait? On a utilisé ça pour faire quoi? Il faut une redevabilité. Et nous devons être là, nos parents. Et nous étions très contents parce que... Ça va marcher? Ça va marcher. Ça n'entraînera pas de bras de fer non. entre vous et les autorités académiques? Nous allons nous comporter comme des personnes responsables. Nous ne partons pas comme des inspecteurs de la police. Mais on y va comme parents. C'est un problème. On discute, on est des intellectuels, on dit, bon, il y a ça, il ne puisse ressortir. On tombe d'accord avec les autorités académiques. On n'y va pas là pour les imposer quoi que ce soit, je crois. Ça va réussir. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Bon, il y en a, je peux encore, il y en a beaucoup parce que, vous voyez, nous, par exemple, en APECO à l'Équateur, nous n'avons pas un bureau propre à nous. Par exemple, une parcelle avec un bâtiment en APECO. On est des locataires. C'est pas gai. Et nous, pour nous, c'est quoi? Parce que le deuxième vice-président est le secrétaire interprovincial de l'INTC. Vous connaissez, non? INTC, le syndicat. Le syndicat, oui. Alors, comme lui, il est le deuxième vice-président, il a jugé bon de nous donner un local chez lui. C'est là où on s'est réunis, on garde les effets chez lui. Mais au fond, nous devons avoir un bureau, un bâtiment. Parce que l'ANAPECO, ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande association. Alors, pour y arriver, on va réfléchir avec le comité provincial. Le comité provincial, où on trouve les PROVED, l'IPP, les gestionnaires. Vous connaissez les gestionnaires, hein? Par exemple, le coordinateur, ce sont les gestionnaires. On va se réunir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Dans les frais qu'on demande, est-ce qu'il faut ajouter 100 francs, 200 francs? On met dans les frais et ce montant, on les centralise pour que ça puisse nous permettre. On peut construire un grand bâtiment. Vous savez, à Kananga, j'étais une fois à Kananga, ils ont réussi. Ils ont construit un grand bâtiment. Et dans ce bâtiment, tous les services sont là. Que ce soit inspection, que ce soit CECOP, PROVED et tout ça, ils sont tous dans ce grand bâtiment. Nous devons aussi faire ça chez nous. Mais à condition qu'on accepte ça dans les comités provinciaux. Quand vous êtes allé voir les ministres, vous êtes sortis comme avec des enveloppes, non? Oh, nous ne sommes pas allés pour chercher des enveloppes. Non, ce n'est pas notre priorité. Même pas de pourboire chez le ministre. Non, si vous dit que vous prenez de l'eau bien sucrée, ça on ne peut pas prendre ça. Mais une autorité, souvent, quand vous venez chez lui quand même, élégance oblige.
des responsables. Nous étions en veste et cravate comme des ministres. Alors il ne peut pas nous dire, non, bon, merci à Dieu. Non, allez-y, non, non. Bon, prenez le secret quelque part parce que je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous le donner ici. J'ai encore d'autres personnes à recevoir. Allez boire ailleurs. Ça, on ne peut pas refuser. Un secret. Comme chez toi aussi, je suis venu chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien c'est vous qui allez me donner, ou bien c'est moi qui va vous donner, je ne sais pas, c'est vice-versa. Hein? Bon. Et voilà. Nous allons essayer un peu de parler sur la poste de l'Équateur. Nous allons frôler. Oui. Vous êtes parmi les notables de l'Équateur. Comment se porte la politique provinciale? Il y a eu trop de turbulences là-bas. Ça s'est calmé? Pas totalement. Pas totalement, mais c'est qui, moi personnellement, quand je fais mes analyses, c'est qui me fait mal, quoi. Parce que les hommes politiques, ils n'ont pas l'esprit d'amour entre eux. Bien que ce sont des antagonistes, bien sûr, mais ils doivent mettre d'abord en tête qu'ils sont des Équatoriens. Ils sont tous les enfants, le fils de la province de l'Équateur. Mais il y a une situation qui se passe là-bas. Je peux dire ça parce que je n'ai pas voulu parler trop de la politique. Le problème, c'est quoi? Il y a Baïndé, que vous connaissez très bien. Oui, ex-gouverneur, Papa Baïndé, ex-gouverneur. Mon ancien patron. Ah, bon, oui, ça c'est vrai. Bon, lui, il a une radio. Radio-télévision Sarah. J'ai travaillé là-bas. Ah oui, je sais. J'étais directeur des informations. Je me souviens, tu étais brave d'ailleurs. Parmi les dames qu'on a connues à l'Équateur, vous êtes parmi ces dames-là. Alors, un problème politique les oppose maintenant jusqu'à ce que ces bureaux est fermé. Ça va faire bientôt une année ou 2 ans. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Alors, quand je passe là-bas, je vois, ça me fait mal au cœur. C'est comme si le propriétaire de cette radio est mort. Parce que vous voyez, il y a des chaînes et tout ça, les herbes qui poussent à l'intérieur, on voit comme si c'était une installation abandonnée. La parcelle a été scellée. Voilà, c'est le mot. C'est scellé. Et dernièrement, nous avons vu, on était surpris d'apprendre qu'on a levé la mesure. À 10 ans, c'est tout le monde qui avait suivi. Et puis, les herbes qu'on poussait, on a vu un matin comme ça, les gens sont venus en train de mettre un peu de la propriété. Et du coup, il y a un ordre qui tombe, qui cesse. On a considéré de nouveau. Et tel que je vous dis aujourd'hui, il y a des policiers qui se succèdent là-bas, ils montent la garde. Je ne sais pas si on a changé ça après moi. Mais vous savez, ça c'est sans passion, sans complaisance. Je travaille avec le gouverneur Baïndé. Oui. C'est vrai, il a eu ses défauts étant qu'humain, étant que politique. Mais en aucun jour, le gouverneur Baïndé avait eu quand même ce ton-là de fermer et de sceller une radio ou une télévision. Quelconque non. Il n'avait jamais eu à faire ça. Il était tolérant. Il était quand même tolérant. Moi, je recevais des gens sur mon plateau, les gens qui les critiquaient. J'ai reçu, il s'affalait. Il s'affalait encore celui-là. Donc, mon émission, Idées et Action Politique, il fallait à critiquer Baïndé sérieusement sur mon plateau. Je recevais, qui c'est, paix à son âme, l'ancien bourgmestre de la commune de Ouangata, Jean-Pierre Moumbeka. Ok, Moumbeka, ok. Il était aussi très critique à l'endroit de Baïndé. Mais Baïndé était là en train d'écouter. Il n'était pas inquiété. Non, non. Mais cette intolérance-là provient d'où? Est-ce que ça n'a pas aussi l'impact sur l'ANAPECO? Ah, bon, nous, comme il n'y a pas de retombées. Non, comme nous sommes à politique, ça ne nous concerne pas. Nous sommes à politique. Nous aussi, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Parfois les approcher. En tant que société civile. Les deux parties, d'une manière différée, on aborde soit le gouverneur et après on passe de l'autre côté. Dernièrement, ex-gouverneur Baïndé était en Bandaka. Il a parlé dans son mot, il a parlé de moi. Il a cité mon nom. Il dit, quand moi j'étais gouverneur ici, Papa Toro, avec son équipe, ils m'ont beaucoup critiqué. Est-ce que moi, je les ai arrêtés? Je les avais arrêtés. Papa Touré, que vous connaissez très bien, c'est bouillant de la société civile. Ils ont dit beaucoup de mal à moi, mais aucune fois, je n'aimais pas essayer de les approcher pour les neutraliser. J'ai dit non, ils sont libres. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ici, c'est différent. Il avait dit ça sur les ondes. Donc, vraiment, la tâche est tellement difficile. Et comme vous voyez, c'est le problème des hommes. On ne peut pas y aller avec beaucoup de précipitations. Il faut beaucoup de tact. Parce que c'est question de comportement. Est-ce que nous sommes nés, chacun dans sa famille, dans son foyer. Hein, l'éducation que un chacun a eu, c'est différent. Hein. Parfois, celui qui est à la commande, on ne sait pas s'il avait aussi quelle éducation. Et ceux qui se sont succédés. Alors, cette combinaison, ça peut créer ce que nous vivons aujourd'hui. Qui est cet homme-là providentiel pour la province de l'Équateur? Je me pose cette question. Pour le moment,
Providentielle. Ah, ça, c'est trop dit. Pour le moment, franchement, c'est trop dit. Mais j'ai vu des... Parce que nous constatons qu'il y a des conflits qu'il ne faut que naître, des conflits. Oui, des conflits. L'autre fait... Et cela empêche l'avancement de la province. Fait le Kondo perd son âme aussi. Lui aussi, de son vivant, il avait aussi beaucoup de flèches. Oui. De gauche à droite. Oui. C'était le rival de taille de Bayende. Oui. De taille, vous le dites bien, vous connaissez très bien l'histoire de votre province. Et le bic rouge. Bic rouge, c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Bic rouge, il va signer avec bic rouge. Et l'autre dit, Mbila, Zeta Mbila. Ah, ce sont des adages vraiment... D'autre part, Bakundulu, Bafi Tantaka, Basobeta Koba, Mambata, Maboko Nayo. Donc, nous constatons des politiques se sont livrés dans de, je ne sais pas, dans de futilités, dans des conflits inutiles, comme des musiciens. Comme des petits enfants, comme des musiciens. Ok, vous savez, en politique, si moi je suis en politique pour avoir des reporters... Un homme politique, Mbouakela. Ah non, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Toi, tu peux être en politique et moi en politique dans la même province. Chacun doit avoir une vision. Et si je vois que ma vision rapproche la vôtre, on se met ensemble. On dit qu'est-ce qu'on peut faire pour cette population. Il peut aussi se mettre ensemble. Avoir une synergie entre eux pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Parfois, vos moyens sont limités. Ok, chez moi, je peux payer un petit moyen. On met ça ensemble, on mène une action qui est pas visible. Et comme ça, les gens vont beaucoup vous glorifier, vous jeter des fleurs. Mais aujourd'hui, ce sont des rivaux. Et des rivaux, cette rivalité, c'est pour qui? Pour la population. Si c'est pour vous, vous dites que vous êtes en politique. Alors, c'est pour la population. Qu'est-ce que la population fait pour mériter vos comportements-là, qui sont sales d'ailleurs? Ce n'est pas ça, ça ne vous honore pas et ça, on n'honore même pas la population. Parce que la population attend de vous quelque chose de bon pour son développement. Monsieur Torompangi, il y a un vent qui souffle dans l'Afrique centrale, des coups d'État, Niger, Burkina Faso, Gabon. Hier Gabon, aujourd'hui disons aujourd'hui Gabon. Aujourd'hui Gabon, c'était à 6 heures. À 6 heures. On se pose la question, à qui les prochains tours? Vraiment, ma sœur, ça c'est préoccupant. Hein? Ça vous dit quoi? Moi, j'ai suivi ça aujourd'hui à la télé, avant que je quitte. Les commentaires, les images, comment la population est en train de jubiler. Des jubilés. Tout ça avec des fleurs, des rameaux, tout ça. Et quand vous voyez ça, c'est un message. Nous qui faisons des analyses, on voit que c'est un message qui veut dire que la population en avait marre. Rabord. Alors maintenant, c'était un ouf de soulagement pour la population. Avoir le comportement de la population, c'est déjà un message qui confirme l'acte qui vient d'être posé. Alors pour le cas de Gabon, vous connaissez très bien. Le président Ali Bongo a mis pas moins de 30 ans. Pas moins de 30 ans à la commande. Et en quittant, c'est son fils qui le remplace. Il a fait peut-être 15 ans, combien, je ne sais pas. Oui. Alors, donc c'était devenu une monarchie. Une monarchie. Alors lui, ce qui est grave, ma soeur, c'est quoi? Il est malade. Il est malade. Donc, il est devenu inapte. Voilà. Mais il s'accroche au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a avec des Africains? C'est le mot, il est inapte. Mais au lieu d'être, qu'est-ce qu'on dit, l'élégance, il pouvait amener l'élégance à lui pour dire que non, moi je cesse. Mais non, par contre, il veut s'accrocher au pouvoir pour faire quoi? Vous savez, on a arrêté... Il est tombé dernièrement, c'était en France, dans un sommet, dans un meeting, il est tombé. Oui. Et quelqu'un comme ça veut se maintenir. Vous savez, cette fonction, hein, la matière grise doit travailler. Hein. Vous ne fermez pas les yeux, vous ne pouvez pas fermer les yeux aussi longtemps que vous n'êtes pas à possession de toute la situation de votre pays. Il faut beaucoup de réflexion, il faut raisonner, et lui, il est malade. Comment va-t-il travailler? Ça a commencé avec son président de l'Assemblée, qui a fui avec un véhicule. On l'a surpris. Je vis ça. Si le véhicule, la camionnette est derrière, il y a 4 mâles. Et quand on ouvre de l'argent plein dans ces 4 mâles, et on a dit ceci, que le montant que ce président a mené avec lui, ça constitue le budget d'une année pour le Gabon. Mon Dieu. Une année, le budget d'une année.
Alors il a pris ça pour s'enfuir avec, pour partir avec. On l'a arrêté. Et ça n'a pas fait beaucoup de jours. J'apprends aujourd'hui qu'il y a un coup d'État. Un coup d'État au Gabon. Donc c'est pour dire que ça allait déjà mal. Vous soutenez aussi les coups d'État? Bon, le coup d'État, je ne soutiens pas, mais c'est une voie pour changer quelque chose. Ça peut changer quelque chose. Mais vous savez, dans la plupart des cas aussi, vous voyez ce qui se passe, les dessous de la carte, c'est quoi? Dans ces pays, les coups d'État, ce sont les pays qui sont dirigés par la France. Et le comportement latin de la France aujourd'hui, je crois que les gens ne digèrent plus. Parce qu'ils ont beaucoup mis la population, ils les ont fait accroupir dans la misère. Alors, mais aujourd'hui, les gens se réveillent et disent non, non, c'est trop, nous devons quitter. Nous devons quitter. Alors, en quittant, il faut une action. Mais pour gagner quelque chose, c'est la vie ou la mort. Il faut décider, prendre une résolution. Et la résolution, c'est quoi? Un coup d'État contre les présidents qui sont soutenus par la France. Vous comprenez? C'est ce qui est à la base. Mais la France, c'est risque gros. Qui sont derrière ces gens-là qui font des coups d'État? C'est la Russie? Ou encore il y a déjà une guerre qui se pointe, qui se profile entre la France et puis et la Russie. Mais vous savez que du côté Russie, il y a une structure BRICS qu'on veut créer. C'est comme la communauté Union européenne, du côté Occident. Mais on a créé ça. Il y a les pays africains qui s'adhèrent rapidement. Afrique du Sud, beaucoup de pays sont déjà dans les BRICS. Et les fondateurs, c'est la Russie. Donc, ils veulent mettre une autre représentation, une autre force dans le monde. Parce qu'avec la communauté internationale, on a vu de toutes les couleurs. Qu'est-ce qui fait que l'on a pu s'accrocher au pouvoir comme ça? Ah, ça, c'est là où ça devient très mal, parce que c'est le mauvais comportement. Si c'est question de mandat, 5 ans, vous travaillez bien, on vous vote à côté de nouveau, on vous relie, vous terminez le deuxième mandat, bien ou bon. Mauvais ou bien, vous quittez. Parce que c'est comme ça que vous devez quitter. Mais l'homme, non, ne veut pas ça. Et il rentre dans l'Antiquité pour voir comment les royaumes existaient à l'époque. La monarchie absolue. La monarchie absolue à l'époque. Moi, je suis le président, je ne peux pas quitter jusqu'à ma mort. Alors ça, c'est ancré entre eux. Ils ne veulent pas quitter ça. Cette philosophie, ils ne veulent pas se débarrasser de ça. Mais c'est pas bien, c'est mauvais. Par exemple, président Bongo. Mais famille, après, c'est son fils. Est-ce qu'il n'a pas d'autres personnes au Gabon? Il n'a pas des intellectuels au Gabon. Il n'a que cette famille-là. Non, ça énerve. Hein? Ça énerve. À un moment, ça énerve. Quand vous prenez l'exemple du Congo-Brazzaville, oui. C'est Sassou Nguesso qui ne fait que museler l'opposition. Mais il est tenté de préparer son fils. Ah oui? Oui, c'est dans sa tête. Même Kagame. On nous apprend qu'il est tenté de préparer aussi son fils. Vraiment. Alors ça, c'est mauvais. Ça, c'est trop. On ne peut pas... Je suis conscient, on ne peut pas tolérer ça. Alors avec le coup d'État, je vois que c'est une bonne voie. C'est une bonne pour voie. résoudre certaines choses. Je veux me poser cette question. Est-ce que vous soutenez aussi les changements de la Constitution? Qu'on puisse revoir surtout l'article qui parle du mandat du chef de l'État au lieu de 5 ans, 9 ans. Bon. Changer cet article, c'est pas mal. Parce que vous savez, 5 ans. Parfois, au début, les gens voient comme c'est beaucoup. Mais quand vous mettez déjà sur scène, 5 ans, vous sentez comme c'est 5 mois. Et voilà pourquoi il faut aller à 9 ans. Non, mais pas 9 ans ou 7 ans, je ne sais pas si on a parlé de 9 ans. 7. C'est la proposition du professeur Isdon Ndaïwel, au lieu de 59 ans. Ah, mais lui, il est un peu trop, c'est trop. 5 à 9 ans, c'est trop. Vous pouvez parler de 7 ans. Mais c'est bien, moi, je suis contre la prorogation du mandat. Parce que ça permet à la personne qui a une vision de parachever les œuvres qu'il a voulu mettre ça en place. Parce que sinon, il ne termine pas, il se retire. Et si moi, je quitte aujourd'hui, vous me remplacez, vous venez, vous allez mettre le tout en moule pour reprendre à quoi à 0. Alors, dans ce cas, vous me laissez le temps terminer, vider tout ce que j'ai en moi. Comme ça, vous venez soit reprendre ou bien mettre en scène ce que vous avez. Non, moi, je suis d'accord pour le mandat. Si on peut encore majorer, c'est pas mal. Comment vous trouvez la gestion du président Félix Tshisekedi? Il lui faut encore un second mandat? Moi, je le dis sincèrement, comme acteur de la société civile, loin de moi l'idée de lui jeter le fleur pour le plaisir. Mais je vois les réalisations. Comme quoi? Bon, à l'Équateur, qu'est-ce qu'il a fait? Non, si pas le pays vaste, hein. Le pays vaste. Mais je parle de l'Équateur, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai suivi pas plus tard que quelques jours, qui est mené programmé. Il faut 14 km.
Très bientôt, on a déjà commencé les préparatifs. Parce que vous voyez... C'est une promesse ou quoi? Non, pas promesse, mais une promesse, c'est quoi? C'est un projet. Et on le dit, quand on le dit, on dit mais c'est une ça doit promesse. quand même se réaliser. On a déjà commencé, je vous dis, quand nous sommes retrouvés au conseil, le président de Sidou Bangui était avec nous. Il était avec nous, il a posé la question. Il dit non, il y a des travaux déjà, de mesurages et tout, on a déjà commencé. Vous voyez les pays tellement vastes. Si Guémena aujourd'hui, on décide que ce soit asphalté, ce sera un ouf de soulagement. Lui, moi j'ai vu ce qu'il a fait de l'autre côté, soit ça peut être Kananga partout, les routes. Non, j'ai dit que cet homme, il faut quand même le garder. Et il faut le garder. Le garder dans le sens qu'il faut l'accorder qu'on a un autre mandat, un deuxième mandat. Ce qui m'a surpris, c'est quoi? Vers Maluku, il y a maintenant une usine pour les carreaux. Or que les gens à Kine, ils dépensent beaucoup les carreaux, on les achète en Chine. Ça vient de Chine, mais maintenant nous avons une usine qui produit les carreaux sur place ici. C'est déjà beaucoup, c'est une bonne chose. Donc le coût sera pour la construction va être réduit. Et encore une chose, peut-être vous allez dire que ce n'est pas important. Moi j'ai vu nos militaires dans une nouvelle technique. Quand j'ai posé la question, on m'a dit non, mais au bateau, on ne pas la mais ils sont mal payés, ces militaires-là. Non, pour le paiement, c'est autre chose. La plupart sont devenus aussi des mendiants. Moi, je rencontre beaucoup de militaires. Vous voyez que ça fait très mal au cœur, qui vous demandent le transport, qui n'a pas mangé. Ça fait très mal. Bon, vous voyez, hein, l'histoire de l'Est nous a beaucoup aussi mis dans le pétrin. Hein, parce que tout ce qu'on a déboursé pour équiper notre armée, beaucoup d'argent. Et cet argent, cette guerre nous imposait. Je crois que cet argent pouvait servir à majorer les salaires, pas seulement les militaires, mais les agents fonctionnaires de l'État. Parce qu'on promet, mais on ne réalise pas. Parce qu'il y a cette difficulté qui est pendante. Il faut s'occuper de l'Est. Alors, quand on a payé, je ne sais pas si je peux dire votre grand frère Jean-Pierre Bemba, hein, comme militaire, vous avez vu ce qu'on a acheté pour notre armée. On a renforcé notre armée aujourd'hui. Il ne faut plus avoir peur de quel pays. Nous sommes de l'armée bien équipée. Monsieur Toro, vous allez devoir regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin pour moi, c'est quoi? Moi, je vais dire ceci aux parents. Vous êtes les premiers responsables des enfants que vous mettez au monde. Ces enfants, vous avez voulu soit avoir deux ou plus de beaucoup d'enfants, c'est vous. Mais quand ces enfants sont mis à votre niveau, par grâce de Dieu, il faut bien les encadrer. Parce que ces enfants vont être utiles demain pour venir en aide. Et quand vous serez fatigué, vous n'aurez pas moyen de sortir, vous allez rester croupis dans la maison, ce sont vos enfants qui vont vous venir en aide. Au lieu d'être mendiant dans la rue, et un papa responsable qui devient mendiant, vous voyez ce que ça fait. Donc je m'adresse aux parents, vous surtout. Si vous avez des enfants, occupez-vous de ces enfants. Le paix qui tombe dans vos mains comme salaire, quoi, il faut réserver une partie pour la formation de vos enfants. Vous n'allez pas regretter ça. Moi, qui vous parle maintenant, moi je ne regrette pas ce que je fais pour mes enfants, surtout les garçons. Aujourd'hui, c'est lui qui me vient en aide. Je ne demande rien, dit non, voilà ça. Même quand je suis en Bandaka, parfois, il dit bon, poussez-moi, je vous envoie ça pour le loyer. Prenez. Il nous envoie, il nous surprend. À chaque fois, il le fait. Parce qu'il a été bien supporté par nous. Aujourd'hui, il a tenté de... C'est ça, c'est le mot de la fin que je m'adresse aux parents surtout. Monsieur Toro Bangui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi aussi, je vous remercie parce que vous avez pensé à l'Équateur. Vraiment. Je crois que les collègues n'ont pas eu cette opportunité. Moi, j'ai eu ce privilège grâce à cette radio-télévision que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je vais continuer à suivre ça à distance. Vraiment. En tout cas, mes salutations, transmettez mes losako à tous qui me connaissent là-bas en Bandaka. Ok, jamais le paquet avec moi. Ce sera mis dans ma valise. Vraiment. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Monsieur Toro Bangui. Il est le président de l'ANAPECO Équateur, membre aussi de la société civile du Grand Équateur. Avec lui, on a parlé sur cette grande organisation et puis sur d'autres questions d'actualité. Vous étiez là en train de me suivre depuis la Rimabanga à Lausanne. Merci à la Fondation Loubaki. Merci à Mimi Kassapa. J'ai dit merci à Papa Henri Barouamé. Merci à toi, Madame Lolo Yango, mon habilleuse. Bisous à toi. Je suis bien vêtue grâce à Madame Lolo Yango. Bisous, bisous à toi. Je pense à toi, Ronnie Manzila, qui m'a soutenu ce soir. Merci
à Richard Machita. Bonne guérison à mon fils chéri Enoch Mbala. Maman t'aime beaucoup. Bisous à toi, je t'aime beaucoup, James Nzemboa. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC, que Dieu bénisse la NAPECO. Au revoir, Inch'Allah.